Je vais vous faire lecture de la lettre ouverte du président national adressée aux dirigeants africains. Cette lettre est intitulée « Une troisième guerre internationale aux portes de la République démocratique du Congo ». Les États-Unis changent de shérif pour les régimes d'Afrique centrale, australe et du Grand Lac. Excellences, Monsieur le Président, chaque fois que les grandes puissances du Nord s'affrontent sur le sol africain pour se disputer le partage de richesses de notre sol et sous-sol, ce sont des enfants d'Afrique, nos enfants, qui leur servent de chair à canon sur la terre millénaire de leurs ancêtres. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont plus des armées du Nord qui se battent sur les terres africaines comme avant, mais ce sont des armées africaines appelées pudiquement ou hypocritement des alliés des puissances antagonistes du Nord qui s'entretuent sauvagement pour des conflits qui ne sont pas les leurs et dont elles ne connaissent même pas souvent les origines. Chaque fois que les États-Unis d'Amérique, avec ou sans la complicité tacite ou avérée de leurs alliés de l'OTAN, décident souverainement d'échanger leurs shérifs ou nègres de service ou encore gendarmes, chacun choisit le terme qui lui conviendrait le mieux, dans nos régions africaines. C'est le sang africain qui coule chaque fois à flot. Depuis 21 ans, le peuple de la République démocratique du Congo est engrangé dans cette spirale et paye les frais de cette cynique et cruelle stratégie politique. Excellences, Monsieur le Président, chacun de vous se rappelle certainement que lorsque le mur de Berlin fut tombé en novembre 1989, entraînant avec lui la disparition de l'Empire soviétique et la fin de la guerre froide, l'administration américaine de Bill Clinton décida souverainement de mettre un terme au contrat d'emploi CDD des gendarmes des États-Unis en Afrique centrale et australe à cette époque, le maréchal Mobutu Sese Seko. Alors, le président Bill Clinton annonça sans vergogne le choix d'un nouvel homme fort, un nouveau shérif des États-Unis en la personne de Yoweri Museveni de l'Ouganda. Celui-ci reçut mandat de former et d'encadrer son adjoint, le Rwandais Paul Kagame. Ce dernier reçut à son tour comme mission première de chasser Juvenal Habyarimana du pouvoir au Rwanda au prix du génocide de près d'1 million de Hutus et de Tutsis en 1994. En guise de récompense, il bénéficia d'un blanc-seing de procéder à l'épuration ethnique et à l'établissement dans son pays d'un des régimes les plus cruels et plus sanguinaires d'Afrique. Le sang africain, on le sait, coula à flot dans ce pays de 1000 collines. 2 ans après le drame rwandais, le nouveau shérif de l'Amérique, l'Ougandais Yoweri Museveni, et son adjoint Paul Kagame déclenchèrent et conduisirent sous l'égide des États-Unis d'Amérique
et de certaines de leurs puissances occidentales, une guerre internationale contre le Zaïre de Mobutu en 1996. 6 armées régulières de pays africains membres de l'ONU et de l'Union africaine, dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, le Tchad et l'Érythrée, furent mobilisées et elles s'engagèrent sur le terrain du combat avec l'appui logistique et technique des États-Unis d'Amérique. Cette première guerre internationale d'invasion du Zaïre aboutit, on s'en souviendra, à renverser et à chasser Mobutu du pouvoir pour le remplacer par une marionnette, Laurent Désiré Kabila, choisi souverainement par les agresseurs du Zaïre. Cette guerre coûta, selon les estimations de différents rapports d'experts, plus de 2 millions de victimes congolaises et rwandaises confondues. Un an seulement après, en 1898, lorsque Laurent Désiré Kabila, ces nègres de service, qu'ils avaient choisi sous condition, a voulu s'émanciper et s'affranchir de leur tutelle en rompant, entre autres conditions, les contrats d'1 milliard de dollars signés avec l'American Mineral Fund, AMFI, de Jean Raymond Boulle, pour l'exploitation des riches gisements miniers de la Gécamine, et cela en faveur d'une firme sud-américaine. Une deuxième guerre internationale fut décrétée pour chasser, cette fois-ci, Laurent Désiré Kabila. Une fois de plus, ce sont des Africains qui ont été jetés comme de fauves sur l'arène du combat, les uns contre les autres. Cette guerre opposa en effet, d'un côté, les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de l'Érythrée, soutenues par les États-Unis, et de l'autre, les armées de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, venues à la rescousse du président Laurent Désiré Kabila. Cette longue guerre de fond dura jusqu'à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001. Une fois de plus, le sang des Africains a coulé à flot durant toutes ces années de guerre. Après avoir écrasé les velléités d'émancipation de Laurent Désiré Kabila, minerait et stabilisé leur mainmise sur les richesses scandaleuses de la République démocratique du Congo. Alors, ils ont décidé souverainement d'imposer à la tête des institutions République démocratique du Congo un officier de l'armée rwandaise, Hippolyte Kanambe, qui emprunta pour la circonstance l'identité congolaise de Joseph Kabila. Et la communauté internationale approuva. L'Afrique, elle, se mura dans un silence de soumission. Malheureusement pour eux, quelques années après, l'imposteur qu'ils ont placé au sommet des institutions de la République démocratique du Congo a pris en son tour goût au pouvoir et à l'argent. Il s'est mis en tête, lui aussi, de s'émanciper, de s'affranchir du diktat de ses créateurs. Il brisa alors, comme Laurent Désiré Kabila avant lui, les contrats d'allégeance et commis l'irréparable de vendre les concessions des riches minerais du Katanga, propriété exclusive des puissances multinationales occidentales à leurs rivaux chinois,
la communauté internationale, avec les États-Unis en tête, se sont souvenus qu'il existe une constitution république démocratique du Congo qui limite les mandats du pouvoir d'un chef de l'État. Mais ils ont oublié qu'en 2001, lorsqu'ils ont imposé souverainement au peuple congolais un officier de l'armée rwandaise à la tête de la République, il existait bel et bien une constitution qui fixait les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême de ce pays. Mais quand il s'agit de l'Afrique, la loi de la jungle est encore la seule qui reste valable dans l'esprit de la communauté internationale. La Constitution de la République démocratique du Congo n'est valable et bonne que quand elle arrange les intérêts économiques des puissances qui la dominent et l'exploitent. Elle décidait alors que Kabila doit respecter la Constitution et quitter le pouvoir. Les Congolais applaudissent et remercient les décideurs occidentaux. Mais le monde semble avoir oublié que Kabila représente aussi à la fois les intérêts de ses frères Tutsi du Rwanda et de l'Ouganda qui l'ont missionné comme leur proconsul en RD Congo. Du coup, Paul Kagame et Yoweri Museveni qui apportent leur soutien inconditionnel à leur cheval de Troie en République démocratique du Congo pour les minerais au pouvoir, pour les maintenir au pouvoir, pardon. Un conflit d'intérêts s'installe et les deux shérifs africains deviennent gênants pour la stratégie des États-Unis dans la région qui leur a été confiée pour gérer. Alors, une fois de plus, Washington décide souverainement de changer les shérifs pour les régions d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Et cette fois-ci, leur choix se porte sur l'Angola. Oui, cet Angola où durant plus de 20 ans, soit des années 1970 aux années 1990, les administrations américaines ont armé avec l'aide et la complicité de leurs shérifs de cette époque-là, le maréchal Mobutu Sese Seko, une fraction du peuple angolais pour combattre une autre fraction du peuple angolais armée, elle, par l'ex-URSS et appuyée sur le terrain des opérations par les troupes cubaines, alliés inconditionnels du Kremlin. Là, un communiqué du ministère angolais des Affaires étrangères, relayé par l'agence de presse officielle de l'Angola, ANGOP, a annoncé que la réunion de Washington avait été consacrée à l'analyse de la situation politique en RDC et au Burundi. Et comme s'ils voulaient effacer leur équivoque, s'ils voulaient effacer tout équivoque possible sur la nouvelle mission du gendarme que l'Angola doit dorénavant accomplir sous l'égide des États-Unis dans la région des Grands Lacs pour cette année 2017, le ministre angolais de la Défense a déclaré: en décembre de cette année, nous jouerons notre rôle final à essayer de trouver une paix durable dans tous ces pays. Mais le ministre angolais ne nous a pas dit comment l'Angola compte imposer
C'était Pax Americana dans ces trois pays visés par les protocoles d'accord américano-angolais. La République démocratique du Congo, le Burundi et la République centrafricaine. Étant donné que ces trois pays souffrent chacun des crises d'origine et de nature totalement différentes, comme on peut le constater, ceux qui ont allumé les feux en République démocratique du Congo en 1996 se présentent aujourd'hui comme des pompiers qui veulent éteindre l'incendie. Suite aux accords de Washington, Joseph Kabila envoie 2 missions à Luanda, l'une officielle effectuée par son ministre des Affaires étrangères, Chez Okitundu, qui y a séjourné le vendredi 19 et samedi 20 mai, et l'autre secrète, composée uniquement des directeurs de cabinet Néhémie Bouilania, encadré par Bizi Makara. Ces 2 missions se soldent par un échec. Qui puisait, la presse internationale signale le 21 mai le mouvement de l'infanterie de l'armée angolaise, accompagné des tanks et une artillerie lourde le long de la frontière ouest de la République démocratique du Congo avec l'Angola. Des mouvements de troupes de l'armée angolaise sont aussi signalés au nord-est de l'Angola. Dès le lendemain, le Rwanda de Paul Kagame, alerté par Joseph Kabila, entre dans la danse pour tenter de stopper l'évolution de la nouvelle synergie anglo-américaine qui menace dangereusement l'équilibre des forces et les intérêts rwandais en République démocratique du Congo occupée et contrôlée par Kigali pour le compte des États-Unis et des multinationales dans le monde. Des avions de transport de troupes débarquent alors nuitamment plusieurs bataillons de l'armée rwandaise à l'aéroport international de Djili avec des armes lourdes. Ils sont immédiatement acheminés à la base congolaise de Kitona, dans le Bas-Congo, vers la frontière avec l'Angola. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de tirer quelques conclusions sur la base du sombre tableau qui se dresse devant l'Afrique et particulièrement devant le peuple congolais. 1. L'Afrique et le monde assistent impuissants à l'implantation du décor d'une 3e guerre internationale sur le territoire de la République démocratique du Congo, qui connaîtra ainsi 3 guerres internationales en l'espace de 20 ans seulement. Un record dans l'histoire. Et ces guerres successives, selon les estimations des différents rapports des experts de l'ONU et des ONG internationales, ont déjà fait plus de 12 millions de victimes. Le propos tenu à la presse par le leader du parti travailliste britannique à ce sujet stigmatisait toute la dimension de l'horreur. M. Jeremy Corbyn a déclaré publiquement que les guerres successives qui ont eu lieu en RDC ont fait plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale. Tandis que le nonce apostolique du Vatican à Kinshasa, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, lors de sa visite à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, fin août 2016,
devant l'ampleur des horreurs, des scènes macabres, n'a pas hésité de parler du génocide des Congolais. Mais, devant l'ampleur de ces drames, les dirigeants africains se veulent pudiquement, lâchement et hypocritement se voilent pudiquement, lâchement et hypocritement les yeux. Ça n'arrive qu'aux autres, pensait-il certainement. 2. Et vous aurez aussi certainement relevé, comme moi, une caractéristique commune et singulière à toutes ces guerres. C'est que ni le peuple congolais, ni la classe politique, ni son armée, si armée il y a, ne sont jamais sollicités à une quelconque étape du processus de ces guerres, que ce soit au niveau de la conception de débat, de l'organisation ou de la décision finale devant engager les pays dans la guerre. La République démocratique du Congo est considérée et traitée par la communauté internationale et malheureusement par des pays africains aussi comme un non-État. Une propriété commune de tout le monde, une terra nullius, comme elle fut décrétée en 1885 par les mêmes puissances qui dominent le monde aujourd'hui. 3. Mais vous aurez aussi constaté que les 2 premières guerres internationales ainsi que la 3e qui est actuellement en gestation en République démocratique du Congo ne sont pas des guerres africaines décidées par des Africains pour les intérêts des Africains. Loin s'en faut. Toutes ces guerres qui sont pourtant menées par des armées régulières des pays africains qui se battent par procuration les unes contre les autres sont toutes, sans exception, conçues, planifiées et financées par des puissants lobbies occultes des pays du Nord pour la défense de leurs intérêts sur notre sol africain. Les dirigeants des pays africains sont devenus des proxys savamment manipulés par des pays du Nord pour mener sur les terres africaines les guerres du pétrole, des minéraux, des forêts et même des eaux. Mais ces guerres sont soigneusement couvertes des sales manteaux de guerres ethniques ou de guerres tribales, qui font ainsi jeter toute la responsabilité sur le peuple primitif d'Afrique, réfractaire à la démocratie. Devant ces tableaux factices, les victimes deviennent des bourreaux et les bourreaux deviennent des sauveurs, des juges et des bienfaiteurs. 4. Les dirigeants africains qui sont élus par les capitales occidentales pour jouer aux gendarmes contre leurs voisins se réjouissent naïvement de l'honneur du choix porté sur eux. Mais ils oublient que demain, ils ne représenteront plus d'intérêt de leurs mentors occidentaux qui choisiront leurs victimes d'aujourd'hui pour jouer à leur tour le même rôle de bourreaux contre leur propre pays. Il est donc impérieux
que les dirigeants africains prennent conscience des erreurs du passé et mettent définitivement fin à ce cycle infernal et en refusant catégoriquement de servir de paix entre le mec ganté de puissances masquées pour verser indéfiniment le sang de leurs frères africains. 5. Il est donc temps que l'histoire de l'Afrique soit enfin écrite par les Africains eux-mêmes. Ce qui implique que les dirigeants africains assument courageusement le destin de l'Afrique entre leurs mains et qui ne se laissent pas imposer des guerres ou de paix conçues, pensées et décidées unilatéralement par des puissances extérieures à l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, je lance ces cris à la fois avec angoisse, amour et gravité, à vous qui avez aujourd'hui le destin des peuples africains entre vos mains, car je mesure le poids de vos responsabilités. La maturité, à mon humble avis, ne résulte pas seulement des expériences de grandes réussites du passé, mais elle provient aussi et surtout des leçons que l'on tire d'une série d'échecs et d'erreurs commis le long du parcours. Rebondissons donc sur les erreurs de nos pères et de nos aînés, ainsi que sur le nôtre propre. Tirons-en des leçons pour corriger la trajectoire de l'Afrique vers son développement durable. Brisons ce cercle vicieux. Conjurons cette fatalité de la médiocrité et de l'infériorité qui nous colle à la peau et bloquons cette spirale de la descente aux enfers de nos peuples. Le temps est révolu où nous portions du doigt accusateur nos anciens colonisateurs en versant des larmes infantiles, de l'inconséquence et de l'impuissance. Si nos bourreaux d'hier continuent encore et toujours à nous manipuler comme des panthères, en nous opposant les uns aux autres pour défendre leurs intérêts, nous ne devons que nous en prendre à nous-mêmes. Car plus de 60 ans après l'indépendance, nous avons largement atteint l'âge de la maturité politique. Nous devons donc assumer pleinement la responsabilité du destin de nos peuples et des générations à venir. Car, Excellence, Monsieur le Président, s'il est vrai qu'hier, ils nous ont dominés plus à cause de notre ignorance que par leur force, comme l'affirmait avec raison Simon Bolivar. Il est aussi vrai aujourd'hui, s'ils nous dominent encore et toujours, ce n'est plus par notre ignorance, mais c'est plutôt à cause de l'égoïsme et de l'inconscience, de la lâcheté et du larmisme qui caractérise l'élite dirigeante africaine d'aujourd'hui. Nous devons tous, sans exception, nous remettre en question. Nous devons tous scruter courageusement nos erreurs passées en vue d'en extirper les causes néfastes hors de nos mœurs politiques d'aujourd'hui et de demain. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, alors l'histoire de l'Afrique ne sera jamais écrite par les Africains comme l'avait prophétisé Patrice Emery Lumumba, mais elle sera par ses vainqueurs. Et ceux-ci lanceront alors demain à nous et à nos enfants ces cris devenus légendaires
que lance le chef gaulois Brenos aux Romains, vae victis, qui signifie littéralement malheur au vaincu. Mais aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, la jeunesse africaine, elle, lance un autre cri vers vous et vers nous tous qui portons à des degrés divers le poids de leur destin. Elle nous lance un cri de colère et d'amour. Elle nous adresse son message de détresse et d'espoir. Ne la décevons donc pas. Je vous remercie.